Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents pour cette session de webinaire BSI relatif à la nouvelle norme HDS, qu'on a intitulé l'avenir de la sécurité de l'information dans le secteur de la santé. Donc, je vais être votre intervenant pour ce webinaire et j'en suis très heureux. Quelques mots d'introduction et d'information relatifs à cette session sur le fait que tous les micros sont désactivés, mais que bien sûr, et c'est un des objets de ce webinaire, on aura plusieurs sessions de questions-réponses. Donc, moi, je m'efforcerai d'y répondre en tout cas. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Toute question est utile et évidemment, elles seront d'autant plus utiles pour moi, pour nous et puis par la suite pour aussi ajuster nos contenus et nos événements à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le champ dédié. La session est enregistrée et elle vous sera retransmise par la suite. Et un email vous sera adressé avec le lien d'enregistrement et la présentation également par la suite. Voilà. Donc pour me présenter, donc j'ai le plaisir de travailler chez BSI depuis maintenant 10 ans et en particulier donc j'ai fortement eu le plaisir d'échanger avec de nombreux clients sur les problématiques de confiance numérique, de sécurité de l'information et de privacy, et entre autres avec des différents acteurs dans le secteur de la santé que j'ai eu le plaisir évidemment de rencontrer, qu'on a pu certifier sur l'ISO 27001 en particulier et sur l'HDS. Voilà. Donc, mon expertise est à la fois d'être au contact des clients, des normes depuis 10 ans, et puis des problématiques d'audit des clients qu'on a le plaisir de certifier chaque jour. En termes d'agenda pour ce webinaire, donc je vais dire quelques mots rapides sur BSI, un panorama contextuel et des définitions utiles pour comprendre les enjeux et les problématiques relatives à l'HDS. Et puis rentrer, je dirais, dans le vif du sujet que je sais vous attendez, sur les principaux changements. J'y reviendrai sur ce qu'on appelle les SMSI HDS, sur l'alignement entre les deux normes, un point spécifique relatif aux changements relatifs à l'HDS, et puis des éléments d'information sur comment réussir cette transition ISO 27001 et HDS. Quelques mots sur BSI, comme vous le voyez à droite en particulier. BSI a, par son statut et son histoire, une relation très spécifique aux organisations et aux normes, puisqu'on est régi par une charte royale britannique. Donc c'est une fierté pour nous, dans le sens que ce statut est en particulier corrélé à notre mission qui est de contribuer à la promotion, à la valorisation des normes pour les organisations et au service des organisations. Et de ce point de vue-là, nos statuts se traduisent sur le fait qu'on n'est pas d'actionnaire, donc totalement indépendant, et que tous nos bénéfices sont investis dans la création de normes. BSI est membre fondateur de l'ISO, à l'origine c'est une fierté de l'ISO 27001, initié par le standard British Standard 7799 dans les années 95, pour être précis, 1995, d'où le logo que vous voyez à droite, puisque c'est ce qui fait qu'en grande partie explique que BSI est leader mondial en certification ISO 27001 aujourd'hui. On est également, d'où l'objet de ce webinaire, accrédité pour la délivrance de certificats HDS depuis 2018 par le COFRAC. On participe dans beaucoup de comités de normalisation et création de normes, et on a inspiré beaucoup de normes qui aujourd'hui ont un impact, en particulier sur les questions environnementales, ce qui est un sujet généralement aussi majeur pour les organisations aujourd'hui. Quelques mots sur notre vision. Souvent le mot vision est un peu galvaudé, mais il est fondamental en matière de certification, au sens que, évidemment, ce qui importe, c'est la manière dont on va auditer, dans la manière dont on veut accompagner des grands guillemets et dont on veut aussi aider nos clients. Et le but, c'est clairement aujourd'hui, en matière de cybersécurité et de protection des données, faire que nos clients puissent s'adapter aux changements qui sont nombreux, aux événements disruptifs qui sont perpétuels, auxquels ils sont confrontés, en vue évidemment d'être des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, les plus durables et armées surtout pour faire face à ces challenges et mener à bien leur mission. Donc il y a une notion, comme vous le voyez indirectement, de résilience dans cette vision-là, et c'est un des points aussi de ce webinaire, puisqu'on ne va pas parler
en tant que telle que de normes, on va parler surtout de résilience et de protection des données de santé. Quelques mots relatifs au contexte, contexte qui est spécifique pour l'HDS. Donc j'ai indiqué à l'écran un petit historique, en particulier lié au fait que nous étions dans l'attente de la publication finale au journal officiel au mois de mars, qui n'a toujours pas eu lieu. Ça fait partie des charmes aussi des autorités qui prennent parfois plus de temps que prévu. Mais dans les faits, bon, le draft a été, dont je vais parler aujourd'hui, a été validé au niveau européen au mois de mars. Et pour le coup, en étant inscrit à ce webinaire, vous aurez évidemment la primeur d'informations une fois que la publication officielle aura lieu. Et nous pourrons évidemment à ce moment-là beaucoup plus sur certains points communiquer, en particulier en ce qui concerne le processus de transition. J'y reviendrai, mais c'était important de le préciser au début de ce webinaire. Quelques éléments de panorama, en particulier évidemment sur la question de la protection des données de santé. On peut se poser la question que faire aujourd'hui dans un contexte qui est l'explosion des attaques cybercriminelles, qui est à la fois aussi de complexification des organisations par le big data, la digitalisation, dans un contexte aussi vis-à-vis de vos clients, que ce soit individuel ou en B2B, une attente croissante vis-à-vis de vos engagements en matière de protection des données personnelles, donc, qui intègre le champ social en particulier, et puis évidemment un panorama associé à la gestion de la complexité de la chaîne de sous-traitance, qui est un peu un paradigme, parce que ça fait des années que évidemment les problèmes IT ont été abordés par beaucoup d'organisations, mais ça a amené aussi beaucoup de complexités nouvelles et de nouveaux risques. Et il était nécessaire que des normes puissent aussi contribuer et aider les organisations à renforcer leur pilotage de ces nouveaux risques. Et pour terminer aussi, l'augmentation des régulations. Bon, c'est un sujet qui va de l'EUCS à DORA, à la NIS2, à la DSA, au CyberAct et autres, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations sont un peu, entre guillemets, perdues. Je ne parle pas pour la partie HDS, quoique, mais surtout sur comment globalement anticiper ces régulations. Beaucoup d'entre vous peuvent être concernés par l'HDS, mais seront probablement concernés par d'autres régulations européennes, que ce soit sur un angle NIS2, DORA, voire EUIA récemment. Et les normes dont on va parler seront particulièrement utiles pour peut-être démontrer une conformité par la suite. Autre élément de panorama, j'aime bien présenter souvent en introduction quelques éléments un peu, je dirais, d'illustration. Donc cette photo qui illustre pour moi, il y a le paradoxe souvent de la cybersécurité aujourd'hui. C'est beaucoup d'investissements technologiques, des procédures comprises parfois et souvent par les experts, mais que par eux, mais un individu souvent qui trouve une faille dans la pratique, je dirais, de son quotidien ou dans son incompréhension de ce qui va lui être demandé. Donc c'est ce paradoxe-là qu'il faut gérer pour beaucoup d'organisations, faire face aussi à ce qu'on appelle le facteur humain, mais qui doit être un facteur positif et non pas de risque. Mais dans l'attente, en tout cas, il faut avoir conscience de cela, d'où l'intérêt de la certification pour pouvoir mettre en place des processus d'amélioration qui permettent d'évaluer l'articulation entre ces technologies, ces procédures et les capacités de mise en place d'application par les individus. C'est tout l'objet aussi des nouvelles certifications dont on va parler. Donc pourquoi l'ISO 27001 et l'HDS ont évolué aujourd'hui? En particulier, depuis évidemment la digitalisation et le travail à distance ont bouleversé en grande partie les modes de fonctionnement et ouvert aussi de nouvelles formes de risques. C'est un peu le paradoxe, le progrès génère aussi souvent des nouveaux risques, parce qu'on peut appeler le progrès. Et la digitalisation des organisations, évidemment, fait qu'aujourd'hui, il y a nécessité de piloter, de gouverner, de mesurer plus fortement pour pouvoir se protéger. Cybercriminalité qui est aujourd'hui complètement industrielle et qui objectivement devient une arme aussi géopolitique et qui surtout dans les faits a toujours un train d'avance ou très souvent un train d'avance parce que tout simplement la problématique c'est qu'elle est souvent déjà installée. Il faut surtout savoir maintenant pas seulement se poser la question comment se défendre, il faut surtout savoir comment réagir et
comment maintenir son activité. Autre élément d'évolution de l'ISO 27001 JS, c'est évidemment les enjeux de souveraineté, hein, qui sont des sujets particulièrement forts aujourd'hui et qui génèrent beaucoup de passion, et c'est bien normal, et aussi beaucoup d'interrogations. Mais en tout cas, c'est un des points que la nouvelle version de la JS a vocation à aborder. Ne règle pas tout, mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, pose certaines bases qui peut-être permettront, j'espère, par la suite, un avenir plus clair sur ces aspects-là. Mais j'y reviendrai. Quelques définitions, hein, toujours utiles. Données à caractère personnel, en particulier concernant la santé, pour préciser que ce sont des données relatives à tout ce qui peut toucher évidemment à la nature physique ou mentale de patients, à des soins qui ont pu à un moment donné évidemment d'être réalisés auprès de patients, et tout élément, toute data qui peuvent révéler des informations sur l'état de santé d'une personne. Hein. Donc ça amène un champ de données évidemment aussi assez large quand on tire le trait entre information, hein, et données de santé. D'où la problématique aussi des différentes activités, puisque la JS couvre de ce fait-là un panel d'activités de plus en plus large. Qu'est-ce qu'un système d'information de santé au vu de l'article L1111 du Code de la santé publique? En particulier, c'est une infrastructure utilisée pour l'hébergement de données de santé, mais également, ça prend en compte la notion d'application de métier. Donc les deux facteurs, infrastructure et application de métier, doivent rentrer dans le cadre d'un système d'information de santé. Le champ de l'application de l'HDS, la certification dont on va parler, s'applique à toute personne physique ou morale qui fournit toute une partie d'un service d'hébergement de données de santé à caractère personnel et qui a la qualité de sous-traitant au sens du fameux article 28 du RGPD qui couvre les activités réalisées et sous-traitées. Donc évidemment, ça renvoie aussi à un périmètre très large de prestataires qui peuvent être concernés par l'HDS. Alors, en préparant ce webinaire, on se pose la question de la nécessité de faire passer le message, en particulier que, contrairement à ce qu'on entend souvent à l'HDS, c'est tout sauf exclusivement les éléments récemment publiés, puisque l'HDS, c'est en grande partie la mise en place d'un système de management lié à la protection des données de santé, qui est basé, comme vous le savez, sur l'ISO 27001-2022, et c'est pour ça qu'on parle de SMSI HDS. Hein, parce que la première des choses pour réussir votre transition sur la future nouvelle version, puisqu'on attend la publication, c'est déjà d'avoir mis en place un SMSI qui puisse être suffisamment, je dirais, conforme à la version 2022, et surtout qui pourra s'aligner avec l'HDS. Donc je reviens sur quelques principaux changements relatifs à la version 2022 de la 27001, mais qui rentrent clairement dans le cadre aussi de la future norme HDS, en particulier la clause 4.4, liée au fait que le système de management de l'information doit pouvoir inclure des processus et des interactions qui soient nécessaires à sa mise en œuvre et à sa maintenance. Donc ça, c'est aussi une petite révolution par rapport à la version antérieure de l'HDS, puisqu'encore une fois, la version antérieure de l'HDS était sur la version officiellement 2013, qui n'intégrait pas ces éléments et donc qui ne nécessitait pas et n'imposait pas à l'organisation une capacité d'avoir des actions d'évolution à proprement dit, de mesure de l'efficacité de ces processus, des interactions entre les processus, et aussi une notion de maintenance. C'est-à-dire, dans maintenance, il y a beaucoup de paramètres qui vont des moyens financiers à la formation, évidemment à la gestion de la supply chain, donc autant de paramètres sur lesquels les organisations dorénavant seront auditées. Hein. Donc la notion de responsabilité de l'organisation va être renforcée, et ça c'est positif, mais évidemment ça amène aussi à chaque organisation certifiée de considérer que la gouvernance, entre autres des données de santé, mais pas que, aujourd'hui, et l'évolution du SMSI doivent être stratégiquement des facteurs d'investissement et aussi de prise de décision, hein, puisque évidemment chaque direction devra être amenée à agir de manière à maintenir ce système, et il sera audité dans ce cadre-là. Autre élément, aussi l'alignement des exigences
sur l'aspect processus et interaction vis-à-vis de ce qu'on appelle les normes ISO et des structures dites de haut niveau, ce qui permet que cette norme ISO 27001 sera d'autant plus facilement intégrable avec des normes structurées comme l'ISO 9001, voire on a de plus en plus de clients qui sont aussi dans des logiques environnementales. Ça facilite cette intégration et ça facilite aussi la logique de gouvernance puisque l'ASI est un des éléments de la gouvernance parmi d'autres et l'intégration possible maintenant de ces normes les unes avec les autres facilite cette logique de gouvernance. Autre élément, la notion de surveillage, de pilotage des objectifs de SI. Donc, les bonnes intentions sont toujours utiles, mais ce qui importe aussi, évidemment, c'est de vérifier que les objectifs, les actions pour les atteindre soient bien mises en œuvre. Donc, le déclaratif en soi n'est plus suffisant dans le management d'un SMSI HDS. Il faudra démontrer qu'il y a un pilotage, il y a une surveillance. Ça ne veut pas dire que, évidemment, il ne peut pas y avoir d'ajustement des objectifs, mais en tout cas que l'organisation est en mesure de mesurer si elle va dans la bonne direction, s'il y a besoin de réorienter, elle peut le faire, elle doit le faire. Autre élément, clause 6.3, des changements apportés au niveau des processus du SMSI doivent être suivis, contrôlés et associés à un plan précis. Donc c'est quelque chose qui fait partie des éléments à mesurer, et en particulier dans le cas de détection d'incidents, dans le cas de nouvelles menaces. Donc cette notion de changement et de mesure amène aussi évidemment à une notion de veille et d'évolution. Et donc d'amélioration continue, c'est un point essentiel, en particulier en matière aussi de protection des données de santé, puisque les contextes, je dirais, de menaces évoluent perpétuellement. Dernier point, établir des critères précis et clairs de définition des processus et des contrôles afin de suivre leur efficacité. On ne peut pas suivre quelque chose qu'on ne définit pas, évidemment. Donc, il faut des critères précis pour définir l'objet de chaque processus, des contrôles associés, leur mission et permettre leur évolution, si besoin n'était, au cours du temps. Derniers éléments sur ce qu'on peut dire sur aujourd'hui un SMSI HDS. Il faut surtout intégrer le fait que ce sera un des objets de la transition HDS et des audits associés, c'est qu'il faut qu'il y ait évidemment une capacité de faire monter en maturité. Il ne suffira pas juste d'obtenir un certificat de nouvelle version. Il sera aussi nécessaire évidemment de démontrer année après année, au vu de ces nouvelles clauses, du GALA 27000 en particulier, la capacité de l'organisation de faire monter en maturité. Et donc de ce point de vue-là, les organismes de certification seront d'autant plus regardants, exigeants. Je pense aussi c'est ce que les organismes certifiés attendent, encore une fois, pour les aider à faire face à ces nouveaux risques et à ces dangers de plus en plus forts. Voilà, donc la maintenance, c'est important, mais surtout l'amélioration continue. Vous trouvez ici quelques exemples des contrôles de l'ISO 27001 qui ont vraiment un lien direct, je dirais, avec le draft de la nouvelle version, en tout cas de la norme HDS. Et donc, vous trouvez par exemple des contrôles associés à tout ce qui touche à la continuité d'activité, renforcement, tout ce qui touche à la sécurité physique. C'est un point important. On a tendance à l'omettre, mais en particulier pour les institutions publiques, en particulier des hôpitaux ou autres. Beaucoup d'organisations encore ne sont pas totalement digitalisées. Et puis, évidemment, il y a la sécurité des bâtiments qui peuvent être aussi concernés, ainsi qu'aussi la sécurité des biens matériels. Clause 8.9, tout ce qui touche à la gouvernance, c'est ce dont je parlais juste avant. Donc ça, c'est un point essentiel sur lequel, si vous n'êtes pas certifié en version 2022, prenez attention. Et si vous l'êtes, c'est un point de renforcement, puisque les audits, d'autant plus dans le cas de la passage à la nouvelle version HDS, ont un focus encore plus fort sur ces questions de gouvernance. Vous trouvez d'autres exemples de contrôle, j'en donnerai, je ferai un point de prévention sur la perte de données personnelles, puisque là, vous voyez, il y a un lien direct, évidemment, entre la 27001 et la norme HDS, l'alignement des deux, et c'est pour ça que la 27001 est très utile pour cela, donne tout à fait sens à la nouvelle version de la HDS que je vais aborder dans quelques secondes. Et puis tout ce qui touche au pilotage des activités,
Donc encore une fois, ce tableau a plus pour but de mettre en avant que la nouvelle norme HDS qui sera prochainement publiée ne concerne pas que un bloc HDS, mais également la partie 27001, puisque c'est l'intégration des deux et seulement l'intégration des deux, et un bon fonctionnement des deux blocs, j'allais dire, qui permettra que vous obtiendrez une certification HDS, et puis surtout que vous pourrez maintenir également votre certification ISO 27001. Alors, je vais faire une première pause en termes de questions, à savoir si vous en avez déjà publié sur le chat. Donc Anaïs, je te donne le micro, à savoir s'il y en a déjà, s'il n'y en a pas. Je vous invite à ne pas hésiter à en poser. Alors oui, on en a une qui dit « Pourquoi parlez-vous de SMSI HDS ?» Alors, pour revenir rapidement sur ce point-là, donc SMSI pour Système Management de la Sécurité de l'Information, mais qui permettent en tant que tel un fonctionnement de l'HDS, puisque c'est ça dont on parle. Alors même si beaucoup d'entre vous aussi avaient un cadre de votre SMSI qui n'est pas limité à l'HDS, hein, puisque certains d'entre vous ou allaient être certifiés sur un PM 27001 qui peut être plus large, mais dans les faits, l'idée c'est surtout mettre en avant que il faut pas différencier les deux. Pour obtenir et maintenir la certification HDS, il faut avoir un SMSI fonctionnel, c'est l'intégration des deux et seulement l'intégration des deux qui permettra une transition réussie et puis surtout un système fonctionnel. Voilà, ce qu'on entend souvent parler beaucoup de ce qui a été édité, c'est important, je vais revenir en décembre dernier, qui était le bloc complémentaire qui s'aligne d'ailleurs en grande partie sur la 27001, et c'est l'objet principal de son évolution. Mais encore une fois, ce qui sera audité pendant vos audits de certification, c'est votre SMSI HDS et non pas deux blocs séparés les uns des autres. D'où cette formulation propre à BSI. D'autres questions, Anaïs? Alors oui, j'en ai une. Avez-vous une date un peu plus précise pour la sortie de la nouvelle version HDS, car nous aurons 6 mois pour nous ajuster? Alors, j'aimerais y répondre tout de suite, mais je vais l'aborder dans quelques minutes. Donc, je vais faire une réponse de Normand que je ne suis pas, mais bon, pour répondre très clairement, non. Déjà non, mais je reviens sur le calendrier dans quelques minutes pour préciser ces éléments. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je vous donnerai quelques éléments, je pense, d'informations qui vous rassureront aussi, je pense. Voilà. Merci Anaïs. Je vais enchaîner maintenant par la partie. Alors, voilà, sur les exigences propres. Hein, la nouvelle version, en tout cas vis-à-vis du draft qui a été publié en décembre dernier. Donc, on peut distinguer 3 catégories dans ce draft de nouvelles exigences, certaines relatives donc au SMSI, donc dans la logique d'alignement, d'autres liées à la souveraineté des données et d'autres liées à la relation contractuelle. Alors, c'est compliqué de faire une synthèse en 1 heure. Encore une fois, ce webinaire a une sensibilisation, pas une formation. Donc, on a dû faire des choix, évidemment, pour aborder certaines thématiques, mais certes, c'est non exhaustif, hein, parce que sinon, il faudrait une journée entière de formation et une expertise différente. Mais par contre, on a fait le choix d'aborder ça dans 3 grands blocs qui nous paraissaient, je dirais, représenter ces principales évolutions. Premiers éléments donc relatifs au SMSI HDS dont je parlais à l'instant, donc en particulier sur comment, voilà, ce qui va impacter spécifiquement, on va dire l'upgrade de votre SMSI 27001 pour pouvoir aller vers une certification HDS. Donc votre SMSI devra dorénavant, si c'est confirmé lors de la publication, mais ça devrait être le cas, mentionner les parties intéressées vis-à-vis au DSCP, hein, c'est-à-dire données de santé à caractère personnel. Donc cette notion de partie intéressée est essentielle puisqu'évidemment ça concerne vos clients, mais pas seulement. Hein, donc toute la logique de sous-traitance et c'est évolutif. Hein, c'est donc une société qui ne serait pas capable de mesurer l'évolution de ses parties intéressées, dans les faits, ne peut pas démontrer et obtenir une certification. Autre élément, les objectifs de sécurité devront intégrer clairement la protection de ces mêmes données et la mise en place de moyens pour les atteindre. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Donc ça s'applique au SMSI en général, mais d'autant plus par rapport aux données de santé. Donc là, il y a une notion d'investissement supplémentaire, puisque
évidemment, il y a des éléments spécifiques propres aux données de santé. Et donc là, l'entreprise devra considérer vraiment la spécificité en termes de moyens et donc d'objectifs, et donc ce qui sous-entend le rôle et la responsabilité des directions, hein, que ce soit au sein d'établissements publics, d'institutions ou d'organisations privées. Donc là, c'est aussi l'obligation de moyens, j'allais dire, en tout cas la démonstration que ça devient, ça ne doit pas être considéré, je dirais, comme une certification go-to-market, mais c'est vraiment un enjeu stratégique, et la direction devra démontrer des moyens pour atteindre ces objectifs. Autre élément, l'hébergeur devra s'assurer qu'il maîtrise les changements des mesures techniques et organisationnelles de ses sous-traitants afin de traiter au mieux les risques identifiés. Donc là, évidemment, ça amène des complexités aussi, mais dans un but unique, encore une fois, c'est renforcer le SMSI. On pourrait considérer que ça ne s'applique pas qu'aux données personnelles, pour faire simple, et donc ça a vocation surtout à protéger l'organisation, mais il y a besoin, par le biais des processus contractuels, des processus achats, et d'un processus donc de mise à jour perpétuelle, de pouvoir globalement maîtriser les évolutions, que ce soit de l'obtention ou de la perte de certification, des processus d'évolution organisationnelle, hein, des processus d'acquisition ou d'évolution d'un provider cloud, par exemple, qui ferait que peut-être le stockage des données évoluerait également. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui font qu'à un moment donné, il y a une nouvelle nécessité de contrôle, de pilotage de la chaîne de sous-traitance pour garantir la protection des données de santé qui est demandée. Comment intégrer dans la partie risque du SMSI certaines exigences propres aux données de santé et à l'HDS. Donc en particulier, il y aura une nécessité dans la logique d'analyse de risque que chaque organisation doit faire, de prendre en compte la notion de perte de contrôle et de support. Hein. Donc ça, la notion de support est assez large. Hein. C'est aussi bien des supports physiques que virtuels, ou j'allais dire presque humains, c'est peut-être pas la bonne terminologie, mais la notion de support au sens donné est assez large, et il faut anticiper au sens continuité de fonctionnement la perte de ces contrôles dans le cadre de l'analyse de risque qui doit être réalisée et des plans d'action ou des plans de gestion de crise qui doivent être mis en place. Autre élément, la dégradation, compromission, rupture d'un flux d'informations interne ou externe sous la responsabilité de l'hébergeur. Donc encore une fois, là on envisage des situations de discontinuité, de crise, et il faut anticiper ces notions-là. Donc c'est là où aussi la certification est utile, c'est que ça va vous pousser, ou pousser vos clients si vous êtes consultant, à devoir évidemment anticiper par des logiques d'analyse de risque renforcées les notions de continuité de service, mais peut-être aussi, pas peut-être, ces éléments-là viennent aussi du fait qu'aujourd'hui les cyberattaques sont telles qu'à un moment donné, il faut partir dans l'idée que la question aujourd'hui est plus de maintenir que de se dire qu'on va pouvoir prévenir toute cyberattaque. Ce qui importe, c'est la continuité le plus possible du service et évidemment garantir la sécurisation des données, mais dans une logique surtout d'éviter le plus possible dégradation et compromission. Donc il y a vraiment une notion d'anticipation renforcée qui est demandée, avec aussi un chiffrement des données personnelles qui est exigé, et les modalités de chiffrement aussi sont à spécifier, j'y reviendrai, ainsi que la défaillance dans la maîtrise des interventions. Donc ça, c'est des choses qui doivent être évaluées, que ce soit des interventions par exemple sur un data center ou autre, il faut évaluer ce type de défaillance. Autre exemple d'évolution, hein, donc sur le sujet relatif à la souveraineté des données. Donc ça, c'est des éléments qui sont à date, hein, encore une fois basés sur le draft de décembre 2023. Il y a beaucoup de questionnements sur ces sujets en lien avec les discussions sur le ICS qui devrait se terminer sur le mois de juin. Et bon, pour le coup, je ne pense pas que le draft devrait significativement évoluer, mais en tout cas, je prends les réserves associées, mais ce que vous avez à l'écran imposerait déjà, comme vous voyez, donc des exigences de localisation, hein, avec le fait que les sous-traitants et les hébergeurs devront stocker les données de santé à caractère personnel exclusivement sur
auprès d'entreprises qui seraient dans l'espace économique européen et sur des serveurs associés. Les lieux d'hébergement doivent être portés à la connaissance du client et mentionnés dans le contrat, donc ça c'est un point important en termes aussi d'égalité, j'allais dire, commerciale et puis surtout en termes de transparence. Et puis l'obligation d'informer dans le contrat également en cas d'accès à distance donné depuis un pays tiers à l'UE, ce qui fait allusion évidemment aux problématiques d'extraterritorialité relatives aux droits de certains pays dont les US. L'hébergeur devra rendre public sur son site internet la cartographie des éventuels transferts de données qu'il héberge vers un pays n'appartenant pas à l'espace économique européen. Autre élément, donc ça c'est plus spécifiquement des éléments d'ordre juridique, mais en l'absence de mesures d'adéquation concernant les transferts vers un pays tiers, donc au niveau des garanties contractuelles, les clients qui obtiendraient la certification HDS devront apporter des garanties d'un niveau de protection de données équivalent à celui garanti par le droit de l'UE pour encadrer ces accès à distance. Donc ça, c'est évidemment un point essentiel. Je reviendrai à la relation contractuelle dans quelques minutes. C'est un des points quand même forts de ce draft, en tout cas, c'est la forte évolution dans les relations contractuelles et dans la transparence qui est demandée vis-à-vis de ces questions de souveraineté, mais pas que. Je vais y revenir. Le contrat client doit intégrer les exigences de chiffrement. Donc ça, c'est aussi important. Selon évidemment la nature, les activités fournies, mais c'est ce qui va amener à devoir inciter beaucoup d'entreprises peut-être à regarder différemment la manière dont elles chiffrent, ou elles ne chiffraient pas, peut-être suffisamment, les données de santé en particulier. Dernier point, le contrat doit intégrer des mesures de mise en œuvre pour atténuer les risques d'accès non autorisés aux données de santé induits par des réglementations extra-européennes. Donc évidemment, on revient sur aussi les discussions qui se passent au niveau européen. Ce dernier point amène certaines ambiguïtés au jour d'aujourd'hui, puisqu'on attend les clarifications au niveau de l'EUCS en tout cas pour la partie cloud. Mais dans tous les cas, les contrats des futurs clients HDS devront intégrer des mesures pour atténuer ces risques de manière transparente, et celles qui ne le feraient pas, évidemment, pourront être amenées à être considérées peut-être comme moins protectrices des données de santé d'un point de vue souverain. Exemple d'obligation relative à la relation contractuelle. Donc ça, c'est évidemment un gros bloc aussi à considérer dans ce draft. Définir précisément les opérations de service de traitement confiées par le client à l'hébergeur. Donc ça, ce qui sous-entend dans une relation évidemment d'hébergeur de données de santé, la précision de la responsabilité et du contrat, je dirais, commercial et moral vis-à-vis de leurs clients, d'intégrer également les dispositions permettant d'assurer la traçabilité des traitements des données hébergées. Donc la notion de traçabilité revient à la question aussi de gouvernance et puis à la notion de traitement. Donc là, il y a une notion de responsabilité, évidemment, sur la nature de la donnée et sur aussi, à proprement dit, dans le cadre d'incidents et de compromission, ça met en exergue évidemment que les actions de prévention doivent être mises en place ou en tout cas améliorées si les traitements n'étaient pas suffisamment sûrs pour protéger les données de santé, puis amener peut-être à des failles et à des violations de données. Donc là aussi, il y a une notion de mesure d'évolution. L'entreprise doit être capable de démontrer son évolution, sa capacité d'évolution sur ces aspects de traçabilité. Et il faut que ça commence par la relation contractuelle, d'où ce qui est demandé, c'est de l'intégrer directement dans le cadre des dispositions avec le client. Inclure une clause relative aux droits associés au RGPD, ça paraît une évidence, mais voilà, c'était pas le cas pour l'instant, donc ça c'est une correction. Et le contrat doit intégrer l'obligation de signalement de toute violation des données. Ça paraissait aussi une évidence, mais encore une fois, si c'est pas spécifié dans le contrat, il faut avoir en tête que tout ce qui est demandé comme nouvelle exigence a vocation à être audité. Donc il y a la notion aussi, évidemment, de faire que tout organisme dorénavant certifié sera équivalent aux autres ou a les mêmes obligations
Donc évidemment, d'un point de vue aussi responsabilité, tout le monde sera sur un même pied d'égalité. Et puis surtout vis-à-vis aussi des autorités, ça permet de clarifier et d'identifier très clairement les entreprises qui ont mis en place des process en accord avec les obligations de protection des données telles que notifiées par la CNIL. Autre obligation d'évolution relative à la relation contractuelle, en particulier clause concernant l'audit par le DPO. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent jusqu'ici. Donc, dans le contrat ou un document associé, dit contractuel, mais ça peut être un annexe ou un addendum. Préciser les modalités de communication en cas d'incident. Donc ça, c'est aussi être transparent sur la manière dont la communication se fait dans le cadre d'un signalement d'un incident vis-à-vis des données de santé, et inclure des éléments d'information relatifs aux services rendus par l'hébergeur, donc que ce soit en termes de SLA, fréquence de mesure, modalité de reporting, pénalité de retard. Donc ça permet de clarifier aussi très clairement la fonction, la mission et la responsabilité de l'hébergeur vis-à-vis des clients, mais également, ça sous-entend la responsabilité ou la non-responsabilité selon la chaîne de sous-traitance associée. Donc ça permet de clarifier vis-à-vis du client qui fait quoi et aussi ce que le client est en vue d'exiger ou pas de son hébergeur. La réversibilité, c'est un point aussi nouvellement explicité pour intégrer des règles de restitution, de transfert, de destruction des données sont à caractère personnel et prévoir donc cette suppression. Ça, c'est une notion aussi importante au sens même du RGPD, sauf que là, la déclinaison se fait officiellement, enfin, j'allais dire, pour les données de santé, et c'est une très bonne chose. Dernier slide relatif aux données, aspects relatifs à la relation contractuelle, la désignation des sous-traitants, et ça, c'est un point critique, connu au départ ou pouvant évidemment évoluer, mais en tout cas pour ceux qui sont connus au départ de la relation contractuelle, doivent être décrits de manière précise avec prestations, localisation. Il y a un lien avec ce dont je parlais touchant la souveraineté tout à l'heure. Et puis obliger l'hébergeur à informer le client en cas de changement ou de nouveaux sous-traitants. Donc ça, c'est une notion de responsabilité, évidemment, de l'hébergeur vis-à-vis du client. Et ça permet au client d'évaluer aussi, de mesurer l'évolution de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance associée à la protection des données qu'il confie. Et permettre au client de refuser ou de résilier en cas de désaccord, ce qui paraît logique, mais ce qui n'était pas suffisamment précisé. Pour terminer, identifier les sous-traitants qui traitent des données de santé à caractère personnel. Donc cette clause d'identification est souvent assez complexe, mais elle sera imposée dorénavant. Et donc elle doit évidemment faire l'objet, ce qui sous-entend d'un choix préalable éveillé et je dirais stratégiquement assumé, et puis surtout de pouvoir faire évoluer cette liste au cours du temps, d'intégrer également un processus de gestion des différentes habilitations d'un point de vue contractuel. Tout ça devra être dorénavant spécifié. Donc il y a, comme vous voyez, une grande partie légale et donc fortement évolutive dans la nouvelle version Draft HDS. Traiter les incidents récurrents liés à la suffisance de ressources ou de performance. Donc ça, c'est aussi une évolution qui devra être notifiée vis-à-vis de l'hébergeur vis-à-vis des clients, devoir traiter les notions d'incidents récurrents, ce qui sous-entend une logique évidemment, et c'est fondamental, d'amélioration, d'où le fait que je disais que la montée de puissance du SMSI au sens SMSI HDS, au sens maturité, évolution, performance, c'est une des clés de la nouvelle ère, j'allais dire, de la GS qui s'ouvre devant nous. Anaïs, je te repasse la main si tu as quelques questions qui te paraissent... Oui, on en a reçu plusieurs très intéressantes. J'en ai une. Qui est le mieux placé en interne pour entamer une certification HDS? Est-ce que c'est à la portée d'un jeune DPO? Il n'y a pas d'âge pour être expert et réussir un métier. Hein. C'est une question après de compréhension et de travail, j'allais dire. Mais bon, alors déjà, si on parle de certification HDS, on parle d'une organisation. Donc,
j'allais dire, ça doit être une dynamique qui doit être globale. Objectivement, un DPO à proprement dit ne peut pas porter en soi une certification HDS sur ses seules épaules, sauf s'il a une expertise également en sécurité de l'information. Il peut être project manager, très clairement, c'est-à-dire être en charge de la mise en place au sens coordination. Par contre, il doit être accompagné évidemment de personnes ayant des compétences sur des problématiques, entre autres IT, mais pas que. Hein. Donc oui, c'est possible. C'est une question après d'animation, de coordination. Voilà. Le début de la question, Anaïs, c'était quoi la première Alors, le tout début de la question? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu. alors, Sur qui le... est le mieux placé en interne pour Ouais, entamer une certification HDS? oui, il n'y a pas de. Ce qui importe le plus, c'est déjà d'avoir le soutien de sa direction. C'est-à-dire que quelqu'un soit désigné au sens leadership par la direction. Il faut objectivement quelqu'un qui a une expertise sur les systèmes de management. Je pense que au-delà même de la norme, il faut suivre une formation, en particulier par exemple mise en place de l'ISO 27001 pour commencer. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert forcément en IT. Il faut par contre être entouré de compétences. Hein. Mais il faut surtout avoir une vision, je dirais, stratégique, d'animation, de qu'est-ce qu'un processus, qu'est-ce qu'un audit, qu'est-ce qu'un système de management basé sur une norme ISO. Bon, après, il faut avoir, si on n'a pas les compétences dites IT, il faut s'accompagner de différentes personnes l'ayant. C'est un avantage, ça peut être un avantage aussi d'être DPO, puisqu'il y a une forte notion de privacy. Et puis les DPO sont une expertise légale et contractuelle aussi assez forte. Donc ça peut être un grand atout aussi que ce soit un DPO. Hein. Mais souvent, ce sont des RSSI, des DSI, des CTO. Mais on a déjà vu des project managers DPO qui menaient ce type de certification. Hein. Donc c'est tout à fait possible. D'autres questions? Oui, j'en ai une. Parmi les nouvelles exigences, quelle est selon vous la partie la plus critique? Bah, encore une fois, je mets toujours en grand guillemets hein, sur cette notion de nouvelles exigences, en tout cas telles qu'elles ont été communiquées dans le draft de décembre. Si on raisonne au sens criticité, c'est-à-dire au sens complexité de mise en place, j'aurais tendance à dire tout ce qui touche à la relation contractuelle, puisque ça nécessite quand même un certain travail de ce point de vue-là, vraiment assez technique. Mais je rajouterai la notion d'intégration de la notion de ces nouveaux processus, entre guillemets, HDS avec le SMSI, hein, puisque beaucoup d'entreprises sont passées en version 2022, d'autres non. À la limite, ce sera peut-être plus simple pour elles. Donc c'est l'alignement entre les deux qui est plus critique, et surtout bien avoir en tête qu'il ne faut pas séparer l'une de l'autre, puisqu'on va auditer un SMSI HDS, et donc il faut vraiment intégrer les processus et qu'il y ait vraiment un pilotage, comme vous avez pu voir, il y a un renforcement des obligations de la direction. Hein. Donc la notion d'objectif en interprotection de données, la logique de moyens. Donc il faut maintenir aussi la certification. Hein. Donc je pense qu'un des points critiques, ce sera le maintien. L'obtention, certes, après la transition, je vais y venir, mais il faudra aussi maintenir et soyez assurés que là, on passe dans une ère où la compétence du certificateur et des audits de certification sera d'autant plus importante pour que la certification puisse évoluer et puisse être maintenue, parce qu'encore une fois, un audit de certification de mauvaise qualité ne permet pas de maintenir efficacement une certification. À un moment donné, ça peut amener à certains problèmes. Et donc voilà, il y a aussi cette notion d'audit. Le point critique, ça va être aussi que les organismes de certification soient à la hauteur de cette nouvelle version. Ça, c'est un point aussi que je rajouterai. Je vais passer maintenant, merci Anaïs, à quelques éléments. Il y avait une question tout à l'heure relative aux principales étapes pour réussir la transition sur l'HDS. Donc, calendrier, où en sommes-nous? Hein. Donc, on est entre deux eaux, j'allais dire. Je le disais un petit peu au début du webinaire. Donc, le socle, je veux dire, principal a été lié à la nouvelle version 2022, donc a été initiée en octobre 2022, pardon. Beaucoup d'entreprises sont passées à la nouvelle version, mais beaucoup ne le sont pas encore, et beaucoup d'ailleurs d'organismes certifiés HDS attendaient
la nouvelle version HDS pour s'aligner et passer leur transition de manière combinée, ce qui est une bonne approche. Draft édité en décembre dernier, validation du draft en mars 2024 au niveau européen. Et donc, comme nous avons planifié ce webinaire, en l'occurrence, nous étions dans l'expectative, mais dans l'attente que la publication officielle serait reliée en mars. Bon, on a décidé de le maintenir parce que c'était par respect et puis on avait beaucoup d'éléments à vous partager. Mais dans les faits, on attend toujours la publication JO. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, en tout cas BSI a déjà travaillé fortement sur le support à la transition, j'y reviendrai, et nos formations HDS n'attendent que la publication officielle pour commencer à être délivrées. Des formations sur l'ISO 27001, nouvelle version existe déjà. Donc ça, soyez tranquilles, je ne pense pas que BSI est le seul organisme de ce point de vue-là, mais en tout cas, nous, on a vraiment pris les devants depuis le mois de décembre et on a déjà enregistré un certain nombre de demandes de formation pour toute entreprise qui souhaiterait anticiper la préparation à sa transition. Donc, de ce point de vue-là, vous pouvez anticiper d'ores et déjà votre préparation à la transition en contactant par exemple BSI si vous souhaitez bénéficier, je dirais, d'un enregistrement, je dirais, anticipé et sécurisé à des formations dans les prochaines semaines. En termes d'audit, parce que la question a été posée tout à l'heure, donc ce qui était annoncé, c'est que 6 mois après publication JO, qu'on attend toujours, les audits initiaux de renouvellement sur la nouvelle version devront pouvoir être délivrés par les certifications sous réserve d'accréditation par le COFRAC, hein, donc il y a quand même beaucoup de conditionnalités à ce qu'on vous dit aujourd'hui. Mais ce qui évidemment ne veut pas dire pour autant que toute entreprise qui ne serait pas en recertification, par exemple ce qui sera en année de suivi sur cette année, devra passer obligatoirement à la version nouvelle version de l'HDS. Donc il y aura une période de transition qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'elle sera alignée sur l'ISO 27001 qui a vocation à être au 30 octobre 2025 où toute entreprise devra avoir basculé sur la nouvelle version de la 27001? Ça ferait assez sens parce que les deux normes sont alignées, mais rien n'est moins sûr. Donc il y aura une période de transition. Mais ce qui est sûr, c'est que on n'a jamais vu un organisme mettre en difficulté. Bon, vous allez me dire si ça peut arriver, mais on ne peut pas demander objectivement simplement 6 mois pour être prêt quand il s'agit de mettre en place un nouveau système, parce qu'il y a aussi un processus d'upgrade, j'y reviendrai, aux audits internes, il y a un processus d'implémentation, il y a un processus de pilotage. Donc, objectivement, je pense que les autorités vont prendre en compte le fait que c'est pas parce que vous auriez absolument votre certification 6 mois après, imaginons que vous devriez forcément peut-être passer sur la nouvelle version. Il est tout à fait possible peut-être qu'il y ait une décorrélation des audits de transition, des audits annuels. On attend de voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la durée d'audit de transition, puisqu'il y en aura une, définie par les bases entre autres de l'IAF, dépendra du périmètre, dépendra des catégories HDS, des risques. Donc ça, c'est au certificateur de l'évaluer. Et il y aura des tables, évidemment, de définition de la durée qui seront établies dans les prochaines semaines. Et ces modalités, comme vous voyez en rouge, hein, si vous souhaitez, de toute façon, vous le serez par définition en étant inscrit à ce webinaire. Une fois qu'il y aura publication aura lieu, BSI réalisera une communication dédiée et puis on vous transmettra un guide de transition avec tout le détail du calendrier et des éléments pour y parvenir. Donc soyez rassurés surtout, je ne pense pas que ça va se faire de manière chaotique. Il y a juste un questionnement sur la période de transition. Ce qui est sûr par contre, c'est que toute entreprise sur des audits initiaux, au-delà des 6 mois, devra passer très probablement exclusivement sur la nouvelle version. Pour le renouvellement, on attend encore petite précision. Pour ceux qui seront en année de suivi, il y aura une période de transition avec une date limite pour passer à la nouvelle version qui sera notifiée. Qu'est-ce qu'un audit de transition, justement? Il est indépendant des audits annuels de certification, au sens que c'est pas pendant un audit de certification que, je dirais, au sens contenu, on voit la mise en place réelle des nouvelles exigences. C'est 2 audits
qui peuvent avoir lieu en même temps, mais séparément, au sens qu'il y a 2 rapports d'audit, il y a 2 revues. D'ailleurs, c'est le cas pour la 27001, puisqu'il y a 2 rapports d'audit. Les audits de transition 27001 peuvent avoir lieu séparément des audits annuels. Donc, ce sera peut-être la même chose pour la GES, mais dans tous les cas, il y aura un audit spécifique pour ne pas cannibaliser l'audit annuel de certification, qui aura vocation à faire le contrôle des plans d'action correctifs et à vérifier que votre système fonctionne bien pour les parties communes aux 2 standards. Donc, l'audit de transition a vocation à auditer que ce qui est, je dirais, de nouvelles exigences, que ce soit sur la partie documentaire ou les processus. Donc, une durée spécifique de transition sera réalisée. Il sera potentiellement réalisé de manière séparément ou au même moment que les audits annuels. Et évidemment, il y aura une revue spécifique, d'où la nécessité aussi de se préparer. Donc, pour ces raisons, je ne pense pas que les autorités, j'espère pas, vont être dans un mode trop radical pour que ces audits se passent dans la meilleure condition possible, parce que c'est important pour que le système soit bien mis en place. Si c'est la course, forcément, ça amènera beaucoup de problématiques et de non-conformité. Je ne pense pas que ça ferait tellement d'intérêt et de sens au vu de l'objet de la certification. Autre élément sur l'audit de transition, on devra statuer si l'hébergeur aura bien mis en place les changements à la fois liés à l'ISO 27001 2022, à l'HDS, future nouvelle version, et aura pu intégrer les 2 référentiels au sein de son organisation. Le processus d'audit interne, c'est un point essentiel, devra également être mis à jour, puisque d'où aussi, je sais qu'il y a beaucoup de consultants présents, pour ceux qui délivrent des audits internes, évidemment, ils devront démontrer leurs compétences à la nouvelle version 2022 de la 27001 et de l'AGS, et pour les entreprises qui réalisent ces audits internes par eux-mêmes, elles devront former leurs équipes à la nouvelle version de l'AGS, soit par elles-mêmes, soit par un organisme de formation compétent pour le faire. Et également, l'audit de transition aura vocation à vérifier l'effectivité du fonctionnement. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on a fait des procédures mises à jour, mais il faudra aussi vérifier que tout cela fonctionne avec un monitoring basé sur évidemment des éléments de preuve sur le fait que les processus ont bien été correctement mis à jour et sont fonctionnels. Les grandes étapes pour réussir la transition, on définit chez BSI globalement 3. Comprendre, compréhension, construction, fonctionnement et audit interne. Donc la phase de compréhension, pour nous, elle a commencé maintenant. Enfin, pour nous, au sens organisme accrédité, évidemment, on s'apprête à déposer une demande d'accréditation, mais on a surtout aussi élaboré des formations et surtout on enregistre tous les jours déjà des demandes de formation, en tout cas pour les entreprises qui souhaiteraient être formées une fois la publication réalisée au journal officiel. Donc former les équipes, c'est important, c'est la première des choses. Identifier, mesurer à partir de cette formation les changements à mettre en œuvre. Ce sera dans le cadre de cette formation que vous pourrez le faire. Et la deuxième étape, c'est mise en place, évidemment, mesurer le fonctionnement et recueillir des éléments pour démontrer la mise en place de votre SMSI HDS. Et pour terminer, l'audit interne qui est réalisé pour toute entreprise certifiée a vocation évidemment à vous permettre de vous préparer à la certification et devrait être réalisé selon la nouvelle version 27001 2022 et HDS, et vous devrez démontrer de ce point de vue-là la compétence sur ces normes-là des personnes qui réaliseront les audits internes. Donc, pour vous y aider, justement, on a élaboré différentes catégories de formation, 6 en particulier, pour vous aider à ce processus de transition. Une formation qui est aujourd'hui la plus attendue sur la transition d'une journée pour les hébergeurs certifiés. Donc, encore une fois, on peut enregistrer d'ores et déjà des demandes, mais on les délivrera qu'une fois la publication JO réalisée. Pour les équipes d'audit interne, formation d'audit interne selon la nouvelle norme HDS et selon l'ISO 27001. Donc ça, c'est dans le cas de clients qui réaliseraient par eux-mêmes leur audit interne. Mise en place pour des clients qui ne seraient évidemment non concernés par la GS, mais par les organisations de santé, mise en place de l'ISO 27001. Encore une fois, on sait que aujourd'hui, à Sweden, beaucoup d'organisations de santé sont présentes, sont concernées parce qu'elles soumettent des données de santé à des hébergeurs, mais elles-mêmes, évidemment, en termes de SI de santé, peuvent être amenées à devoir et à vouloir se protéger. l'ISO 27001, de ce point de vue-là, est, je dirais, la mère de toutes les normes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on met en avant cette formation aujourd'hui. Pour les sous-traitants, de même, comprendre les exigences, l'ISO 27001 GS, c'est essentiel pour comprendre ce que les hébergeurs, à un moment donné,
avec qui vous pouvez travailler peuvent être amenés à exiger de vous. Et pour les consultants, hein, formation lead auditeur évidemment, et surtout upgrade, hein, donc formation pour consultants transition HDS, pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d'une attestation BSI par exemple pour démontrer leurs compétences sur la nouvelle version de l'HDS. Pour terminer, les hébergeurs non certifiés, évidemment, il y en a de plus en plus puisque le scope de l'HDS évolue, y compris il y a de plus en plus d'entreprises soumises ou d'institutions qui ont réalisé qu'elles sont à un moment donné dans l'obligation d'aller sa certification, mais d'autres ne le sont pas encore. Et donc, de ce point de vue-là, on peut délivrer des formations mises en place de l'HDS. Alors, qu'est-ce qu'une formation, en quelques mots, délivrée par un BSI? C'est à la fois pour l'HDS, on a vraiment fait le choix de confier l'élaboration au responsable produit HDS par BSI, chez BSI, mais également qui a travaillé de pair avec un auditeur BSI de certification pour mutualiser la compréhension, l'expérience et l'élaboration d'une formation qui soit la plus utile possible. Et un formateur expérimenté, c'est-à-dire qu'il y a une expérience de la formation et de la pédagogie, a également contribué à l'élaboration de cette formation transition qui va combiner à la fois des revues des exigences de manière claire, un support de cours qui ne sera pas un catalogue inutile, mais un support qui sera utile et précis et vous permettra de bénéficier d'une expertise pendant la formation et a posteriori après de BSI, et puis des informations relatives à l'audit de transition, c'est important que vous ayez ça aussi dans la formation, et des activités, une formation qui a vocation à être que théorique et scolaire n'a aucun intérêt, donc on vous propose un certain nombre d'activités également. Et pour terminer, c'est une formation, c'est un des grands points, animé par un formateur ayant une expérience de l'audit de certification, vous voyez en rouge. Rien de tel pour réussir votre transition que le bénéfice d'une formation qui soit élaborée par un organisme de certification et animée par un formateur ayant une expérience des audits de certification. Et d'ailleurs, vous trouverez à la fin de ce webinaire une question. Si vous souhaitez en bénéficier, comment? Il suffira juste de cocher cette case si vous souhaitez recevoir une information sur ces formations, et à ce moment-là, on pourra vous en envoyer une et éventuellement vous proposer un devis si vous souhaitez par la suite. Anaïs, est-ce que nous avons encore une série de questions qui ont pu être communiquées? Bien sûr. Alors, j'en ai une. Quelles sont pour vous les principales raisons d'un échec à l'audit de transition? J'ai essayé de l'aborder il y a quelques instants. Hein. C'est surtout le fait de séparer en particulier vraiment SMSI AGS. Donc ça, il faut vraiment aborder ça de manière en bloc. C'est tout l'objet aussi d'avoir une formation efficace, puisque c'est un seul audit, c'est une seule certification, l'AGS. C'est pas AGS et ISO 27001, les deux sont liés. Donc c'est le premier, voilà, raison d'échec, ce serait de séparer les deux dans la mise en place. Et puis surtout la préparation, c'est-à-dire c'est dès maintenant, et je pense que beaucoup d'entre vous, en étant présents, on vous en remercie à ce webinaire, le fait, c'est se poser dès maintenant les bonnes questions, anticiper pourquoi pas la demande de formation dès maintenant pour pas être trop dépendant des aléas des publications JO, et parce que dans les faits, il y a suffisamment d'éléments déjà sur lesquels vous pouvez avancer pour que vous en ayez une bonne compréhension. Et puis surtout sécuriser votre processus avec une grande base sur l'ISO 27001. Beaucoup d'entre vous sont peut-être déjà passés à la nouvelle version, peut-être d'autres non, mais dans tous les cas, il faut surtout avoir une roadmap qui soit claire, et c'est pour ça que c'était tout l'objet de ce webinaire. On serait heureux de pouvoir échanger avec vous par la suite si vous souhaitez, pour parler de votre plan de transition, pour ajuster les choses au mieux, vous conseiller et puis surtout vous apporter notre expertise de certificateur pour réussir ce processus. Donc il faut surtout anticiper, combiner les deux normes. Voilà, c'est ce serait le principal élément que je conseillerais pour réussir cette transition, qui est un enjeu pour beaucoup d'entre vous, mais qui doit être une opportunité et qui le sera. Mais encore une fois, c'est surtout bien poser les bases, parce qu'un audit de transition trop tendu, ça va amener à beaucoup de complexité. Tout le travail d'ailleurs fait peut-être les années précédentes, parce qu'il y a quand même un gap important si on regarde les deux normes, amènera peut-être à des difficultés, donc peut mettre à risque la certification. Donc il faut surtout bien anticiper et bien préparer. En termes de prochaines étapes,
Donc, juste après ce webinaire, vous allez avoir accès à un sondage afin que vous puissiez indiquer votre appréciation, qui nous est utile. C'est pas une formule de politesse. Donc, moi le premier, parce que c'est la première session sur cette thématique, donc on a besoin aussi de renforcer, consolider. J'espère que ce webinaire a été utile, mais probablement il y a des choses à perfectibles. Donc, n'hésitez pas aussi à donner votre appréciation, à faire des observations. Nous réfléchissons par ailleurs à un prochain webinaire sur le processus de transition de certification sur la nouvelle version, pour des raisons liées au fait évidemment que la publication officielle n'ayant pas encore eu lieu, on attend encore certaines clarifications. À voir si vous souhaiteriez qu'on avance vers cet événement. Et une question vous sera posée à ce moment-là dans le sondage qui va arriver dans quelques secondes. Et je vous invite à indiquer si ça peut vous intéresser ou pas, à savoir si, évidemment, plus il y aura de réponses positives, plus on travaillera sur cet événement. Mais on voulait mesurer cet intérêt avec vous. Donc merci à vous de prendre quelques secondes pour y répondre. Et puis concernant quelques mots, je dirais, de conclusion, merci pour votre inscription, votre écoute. Merci également à Anaïs, Sina et Sabri pour tout leur engagement sur cet événement. Et puis j'espère qu'on se reparlera très bientôt. Et puis très bonne journée à vous.